Rejoignez les chroniques de Reddit et plongez dans d'autres récits, mais d'abord, écoutez celui-ci. Ma femme a dit à tout le monde que j'étais un raté incapable de subvenir aux besoins de notre famille. Elle s'est moquée de moi lors d'un dîner de famille jusqu'à ce que son téléphone vibre. La pièce est devenue silencieuse. Ce qu'ils ont vu sur cet écran a détruit l'histoire qu'elle racontait sur moi depuis 8 ans. Elle ne l'a jamais vu venir. Moi non plus, jusqu'à ce que je m'assure que ce soit le cas. Je m'appelle Clayton Merritt. J'ai 46 ans. Je travaille dans la logistique agricole, ou plutôt je le faisais, avant que l'entreprise que j'ai bâtie en silence ne vaille plus que tout ce que j'ai jamais dit à voix haute. J'ai passé la majeure partie de 2 décennies à optimiser les systèmes d'élévateurs à grains à travers le Midwest, à gérer les calendriers de flux de récolte pour les coopératives régionales, à résoudre le genre de désastres opérationnels lents qui ne font pas les gros titres mais qui coûtent de l'argent réel aux agriculteurs. Ce n'était pas prestigieux. Je portais des bottes à embout d'acier à la plupart de mes réunions. Mes mains connaissaient mieux l'intérieur d'une vis à grains qu'elles ne connaissaient les poignées de main des salles de conseil. Mais je subvenais à nos besoins. J'ai toujours subvenu à nos besoins. J'ai épousé Ella alors que nous étions à la fin de la vingtaine. Elle était vive, organisée, le genre de femme à entrer dans une pièce et à en comprendre immédiatement l'architecture sociale. J'admirais cela chez elle. Nous avons eu Holden quand j'avais 26 ans et elle 23. Notre fils a grandi en nous regardant tous les deux travailler dur et tirer dans le même sens. Du moins, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps. En y repensant, il y avait des signes que j'ai choisi d'interpréter avec indulgence. La façon dont Ella me présentait à ses événements professionnels, Clayton est dans l'agriculture. C'est compliqué à expliquer. La façon dont elle réorientait les conversations quand quelqu'un demandait ce que faisait mon entreprise. De petites choses. Je me disais que c'était juste une question de personnalité. Elle aimait parler. J'étais le silencieux. Ça marchait pour nous, ou ça en avait l'air. Le véritable changement a commencé il y a 8 ans, lorsque ma mère Norma a fait un accident vasculaire cérébral mineur. Elle avait 63 ans, vivait seule en dehors d'Am, dans l'Iowa, et les médecins étaient clairs, elle avait besoin d'une surveillance constante et de séances de physiothérapie 3 fois par semaine pendant au moins 6 mois. Ma sœur avait déménagé dans l'Oregon des années auparavant et avait sa propre famille. Il n'y avait personne d'autre. Je n'ai pas hésité. J'ai dit à mon superviseur chez Ardrey Distribution que je devais réduire mes horaires. Il a été compréhensif. Il m'a transféré à un poste d'inspecteur sur le terrain à temps partiel. Mon salaire est passé de 79 000 $ à 51 000 $. Je conduisais jusqu'à la maison de ma mère chaque lundi, mercredi et vendredi matin. Je l'aidais à tenir de nouveau un crayon. Je m'asseyais avec elle, partageant la frustration d'un bras qui ne répondait pas comme elle en avait besoin. Je payais les 380 $ de franchise pour ses médicaments chaque mois sans le dire à personne. Quand j'ai parlé de la baisse de salaire à Ella, elle est devenue silencieuse d'une manière qui n'avait rien à voir avec de l'inquiétude pour ma mère. C'était le silence de quelqu'un qui fait des calculs. Pour combien de temps, a-t-elle demandé? 6 mois, peut-être 8, ai-je répondu. Elle a posé sa tasse de café. Clayton, nous avons une hypothèque. Il reste 2 ans de lycée à Holden. Tu ne peux pas juste te mettre en retrait. C'est ma mère, ai-je dit. Ella a hoché la tête lentement. Je sais. Je dis juste que tu fais toujours ça. Tu portes tout sur tes épaules et ensuite nous en subissons tous les retombées. Nous en subissons tous les retombées. C'était la première fois que j'entendais cette formulation. Je ne comprendrais ce qu'elle signifiait que bien plus tard. Dans son esprit, mon sacrifice n'était pas noble. Il était dérangeant, et les choses dérangeantes devaient être expliquées. Lors du dîner de famille suivant, avec les parents d'Ella, son frère Wade et quelques voisins qu'elle aimait impressionner, elle a présenté mes horaires réduits avec un sourire que je l'avais vu répéter. Clayton prend un peu de recul par rapport à sa grande carrière, a-t-elle dit légèrement. Il réévalue ses priorités. Elle a ri doucement. Tout le monde a ri avec elle. Je suis resté assis à cette table et je n'ai rien dit. Parce que qu'allais-je dire? Que je nettoyais la cuisine de ma mère tous les matins pendant qu'elle réapprenait à boutonner une chemise. Cela me semblait être quelque chose de privé, de sacré même. Je ne savais pas alors que le silence avait un coût. Que chaque fois que je laissais Ella raconter ma vie sans la contredire, elle construisait une version de moi que j'allais devoir démonter devant 20 personnes à une table de dîner,
lors d'une soirée où son téléphone vibrerait exactement au mauvais moment et où toute la pièce se figerait. Cette nuit-là était encore lointaine, mais tout a commencé ici, à une table de cuisine à Ham, avec la main de ma mère dans la mienne, et une histoire déjà racontée sur moi sans ma permission. Je n'avais simplement pas encore commencé à écrire ma propre version. La première fois qu'Ella m'a qualifié de « flexible » en face de quelqu'un, j'ai failli rire. Nous étions debout dans l'allée de la maison de ses parents à Cedar Rapids. Son père Gérald faisait griller quelque chose sur la terrasse arrière. Sa mère Patricia arrangeait un plateau de fromage avec la concentration d'un chirurgien. Wade venait d'arriver avec sa petite amie, et quand il m'a demandé ce que j'avais fait dernièrement, Ella est intervenue avant que je ne puisse ouvrir la bouche. Clayton est très flexible en ce moment, a-t-elle dit joyeusement. Il essaie de voir à quoi ressemblera le prochain chapitre. Wade a hoché la tête comme si cela expliquait tout. Ça n'expliquait rien. Je faisais des inspections sur le terrain, je conduisais jusqu'à des élévateurs à grains dans 4 comtés, j'auditais des systèmes de stockage, je remplissais des rapports de conformité. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était un travail qualifié. Je connaissais ces installations, je savais quels opérateurs prenaient des raccourcis sur l'aération, quelles coopératives laissaient leurs capteurs de température fonctionner 6 mois après la date limite de calibrage. Ces connaissances avaient de la valeur. Elles n'avaient simplement pas un titre qui impressionnait lors d'un dîner. Ce qui me dérangeait, ce n'était pas le hochement de tête de Wade. C'était qu'Ella avait l'explication prête avant moi. C'est devenu une habitude au cours des mois suivants. À la fête de Noël de son entreprise, il est dans une phase de transition. L'agriculture est drôle comme ça. Beaucoup de rythmes saisonniers. Au barbecue de notre voisin dans le jardin, Clayton fait son meilleur travail quand personne ne regarde. C'est un peu l'homme de l'ombre. Toujours livré avec un sourire chaleureux. Toujours très légèrement à côté de la plaque. Toujours assez proche de la vérité pour que je ne puisse pointer aucun mensonge précis. J'en ai parlé une fois, environ 4 mois plus tard. Nous faisions la vaisselle après l'un de ces dîners, et j'ai dit, assez calmement je pensais, tu n'as pas besoin de m'expliquer aux gens. Ella a essuyé ses mains sur un torchon et m'a regardé avec une expression que j'en étais venu à considérer comme son visage de manager. Je ne t'explique pas, a-t-elle dit. Je comble juste les vides. Tu ne dis jamais rien sur toi-même, Clayton. Quelqu'un doit le faire. Je suis juste là, ai-je dit. Et tu es complètement silencieux, a-t-elle répliqué. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je laisse la situation devenir gênante? C'était la première fois que je réalisais qu'elle ne voyait pas ça comme un problème. Elle voyait ça comme un service qu'elle rendait. Ce qu'elle ne savait pas, ce que je ne lui avais pas encore dit, c'était que ces nuits tardives, après être rentré de chez ma mère, je ne restais pas là à ne rien faire. La rééducation de Norma m'avait donné une forme d'insomnie très spécifique. Le genre d'esprit qui n'arrête pas de faire l'inventaire. Alors, j'ai fait l'inventaire de quelque chose d'utile. J'observais les opérateurs d'élévateurs à grains depuis 3 ans, et ce que je voyais sans cesse, c'était la même défaillance systémique. Des calendriers de maintenance préventive qui n'existaient que sur le papier, des dépassements de coûts que personne en amont ne reliait jamais au temps d'arrêt des équipements, des inefficacités qu'un ingénieur de première année pourrait identifier si quelqu'un prenait la peine de regarder. Alors, j'ai créé un modèle de suivi. Puis un meilleur. Ensuite, j'ai commencé à rédiger des protocoles d'audit opérationnel qui pouvaient être adaptés à toutes les installations sans nécessiter la présence d'un ingénieur à temps plein sur place. Je ne pensais pas encore à une entreprise. Je pensais au problème. C'est toujours comme ça que ça commence, ou du moins, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Ella est passée devant mon ordinateur portable un soir, et a jeté un coup d'œil à l'écran. Tu travailles encore sur ce truc de tableur. C'est un cadre de planification de maintenance, ai-je dit. Elle a fait un bruit qui n'était pas tout à fait un rire et pas tout à fait du mépris, mais qui se situait quelque part entre les deux. Clayton, tu as besoin d'un vrai plan, pas d'un projet sur un tableur. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste sauvegardé mon travail et fermé l'ordinateur portable. 2 semaines plus tard, j'ai conduit jusqu'à l'installation de la coopérative de Granger près d'Ankeny, un client de mes jours d'inspection sur le terrain, et j'ai montré à leur responsable des opérations ce que j'avais construit. Il l'a regardé pendant 20 minutes sans dire un mot. Ensuite, il m'a demandé s'il pouvait le partager avec leur directeur de district. J'ai dit, bien sûr.
C'était le début, mais je ne le savais pas encore. Ce que je savais, c'était ceci. À chaque dîner de famille cet automne-là, quelque chose dans la performance d'Ella s'aiguisait. Les blagues sur mon emploi du temps flexible ont pris une légère pointe de sarcasme. À Thanksgiving, avec Wade, les parents d'Ella, un couple de son bureau avec qui elle tissait des liens, elle a dit quelque chose qui m'est resté en tête plus longtemps qu'il n'aurait dû. Quelqu'un a demandé si j'avais de grands projets à venir. Avant que je puisse parler, Ella a incliné la tête et a dit avec un sourire si poli qu'il paraissait presque naturel, « Clayton est le plus heureux quand les attentes sont basses. N'est-ce pas, chérie ?» La table a ri. J'ai souri. À l'intérieur, quelque chose est devenu très silencieux et très délibéré. Ce soir-là, après le départ de tout le monde et une fois Ella à l'étage, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai regardé le mur pendant un long moment. J'ai pensé à mon oncle Lester qui avait vendu son entreprise de matériel agricole pour un peu plus de 3 millions de dollars quand j'étais dans la vingtaine. Il m'avait dit un jour, « Mon garçon, ne construis jamais quelque chose sur des terres que quelqu'un d'autre contrôle. » Je ne l'avais pas compris à l'époque. Je commençais à le comprendre maintenant. J'ai ouvert mon ordinateur portable, affiché le modèle, ajouté 3 nouveaux champs de données auxquels je pensais depuis une semaine, et je les sauvegardés sous un nouveau nom de dossier, Meridian Grain Solutions Internal. Pas une entreprise. Pas encore. Juste un nom. Mais les noms ont du poids. Je commençais de nouveau à sentir le mien. L'offre est arrivée un jeudi de mars, 3 ans après l'AVC de ma mère. Une entreprise régionale de distribution agricole de Des Moines, Heartland Grain Partners, étendait sa division des opérations et avait besoin d'un directeur. Quelqu'un avec de l'expérience sur le terrain, une connaissance des systèmes, et le genre d'expérience pratique qui ne s'apprend pas dans une école de commerce. Leur directrice des ressources humaines, une femme nommée Carol Pratt, m'a appelé directement. Elle avait obtenu mon nom par le responsable des opérations de la coopérative de Granger, qui parlait apparemment de mon modèle de maintenance à tout le monde depuis des mois. Le salaire était de 118 000 $, avec des avantages sociaux complets, et une équipe de 7 personnes sous mes ordres. Je me suis assis dans mon camion sur le parking d'un élévateur à grains à l'extérieur d'Am, et j'ai lu l'email de l'offre 3 fois. Ensuite, j'ai appelé l'oncle Lester. « Prends-le » a-t-il dit avant même que j'ai fini de lui lire les détails. Ne réfléchis pas. Ne négocie pas encore. Dis juste oui et règle le reste après. Je lui ai dit que la nuit porterait conseil. Il a fait un bruit comme si je venais de dire que j'allais marcher jusqu'en Californie. Ce soir-là, je ne l'ai pas dit à Ella tout de suite. Non pas parce que je voulais le cacher. Je voulais juste le garder pour moi pendant quelques heures. Que ce soit réel et à moi avant que cela ne devienne une discussion. J'avais au moins appris ça sur moi-même. J'avais besoin de me tenir sur un sol solide avant d'y inviter quelqu'un d'autre. Je le lui ai dit le vendredi matin autour d'un café. Elle a levé les yeux de son téléphone et pendant un instant, juste un instant, j'ai vu quelque chose d'authentique dans son expression, quelque chose proche de la fierté. Puis les questions ont commencé. Quelles sont les exigences en matière de déplacement, a-t-elle demandé. Quelques-uns. Des visites trimestrielles des installations, peut-être mensuelles pendant la saison des récoltes. Et les rendez-vous de ta mère? Je m'organiserai autour. C'est gérable. Elle est restée silencieuse un moment, remuant son café en faisant des cercles lents. Clayton, tu as été en dehors d'un rôle de direction pendant 3 ans. Le savent-ils? Ils connaissent mon parcours, ai-je dit. Ils sont venus me chercher. Je dis juste que le vide dans ton CV pourrait poser problème. Les gens remarquent les trous. Je lui ai dit que ce n'était pas un vide. C'était un ajustement de carrière, et que le travail que je faisais sur le terrain était directement pertinent. Elle a hoché la tête lentement, de cette manière qui signifiait qu'elle n'était pas convaincue mais avait décidé de ne pas insister davantage. J'ai pris cela pour un accord. Le lundi, j'ai appelé Carol Pratt et je lui ai dit que j'étais intéressé. Nous avons planifié un entretien formel pour le mercredi suivant. J'ai passé le week-end à me préparer, à revoir mes cadres opérationnels, à mettre à jour mon historique de projet, à écrire des réponses au type de questions que j'attendais. J'étais prêt, plus que prêt. Le mardi soir, mon téléphone a sonné. C'était de nouveau Carol Pratt, mais sa voix avait changé. Prudente, professionnelle, de la manière dont les gens deviennent lorsqu'ils annoncent des nouvelles qui les mettent mal à l'aise. « Monsieur Merritt » a-t-elle dit.
Je veux être transparente avec vous. Nous avons reçu hier un appel de quelqu'un s'identifiant comme un membre de la famille. Ils ont soulevé des inquiétudes concernant votre disponibilité et votre fiabilité à long terme compte tenu d'obligations personnelles en cours. Ma poitrine est devenue glacée. J'ai gardé une voix stable. Quel genre d'inquiétude? Ils ont mentionné des responsabilités de soignants qui, selon eux, pourraient entrer en conflit avec les exigences d'un poste de directeur. Je veux que vous sachiez que nous prenons ces choses au sérieux, et nous avons estimé que nous devions vous en informer. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans la cuisine pendant un long moment. La maison était silencieuse. Holden était à l'école. Ella était à son bureau au centre-ville. Une seule personne était au courant de cet entretien. Quand Ella est rentrée à la maison ce soir-là, j'étais à la table de la cuisine, les mains à plat sur la surface devant moi. Elle a posé son sac et a immédiatement compris l'atmosphère. Elle a toujours été douée pour ça. Que s'est-il passé, a-t-elle demandé. Tu les as appelés, ai-je dit. Elle ne l'a pas nié tout de suite. Elle a tiré une chaise et s'est assise en face de moi. Et ce petit acte, son caractère délibéré, m'a dit qu'elle s'était déjà préparée à cette conversation. J'ai appelé les RH, a-t-elle finalement dit. J'ai exprimé quelques inquiétudes. J'essayais de nous protéger. De quoi? De toi en train de trop t'engager, a-t-elle répondu. Clayton, ta mère a encore besoin de toi 3 matins par semaine. Un poste de directeur dans une entreprise de cette taille, rien que les déplacements l'auraient. Tu ne m'as rien demandé, ai-je dit. Tu n'as pas dit un mot. Tu as attendu que je sois à un coup de téléphone de quelque chose de concret, et tu m'as contourné. Sa mâchoire s'est contractée. Je pensais à cette famille. Tu pensais au récit, ai-je répondu. Et à savoir si mon succès y correspondait. Elle s'est levée. Ce n'est pas juste. L'appel téléphonique non plus. Elle est montée à l'étage. Je suis resté à table jusqu'à ce que la maison soit complètement plongée dans le noir. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai affiché le dossier Meridian Grain Solutions, et j'ai pris une décision que j'aurais dû prendre des mois plus tôt. Je n'allais rien annoncer. Je n'allais pas argumenter pour ma propre crédibilité. J'allais construire quelque chose de si indéniablement réel qu'aucun appel téléphonique ne pourrait l'atteindre. J'ai enregistré la SARL et LLC, le lendemain matin. J'ai utilisé mon deuxième prénom, Clayton Remerit, et je l'ai déclaré sous le nom de Remeridian Consulting. J'ai payé les $150 de frais d'enregistrement à partir d'un compte courant dont Ella ignorait l'existence. Non pas parce que je cachais de l'argent, mais parce que j'en avais fini de construire sur des terres contrôlées par quelqu'un d'autre. L'oncle Lester me l'avait dit des années auparavant. J'avais enfin cessé d'être trop fier pour l'écouter. La première année de Remeridian Consulting ne fut pas une success story. Que ce soit clair. Ce fut un travail acharné, le genre qui ne figure pas dans les profils d'entreprise, car c'est principalement sans prestige, principalement solitaire, et ça consiste principalement à être assis à une table de cuisine à 23h30 en se demandant si l'on ne se fait pas d'illusions. J'ai eu 4 clients la première année, tous issus de mon époque d'inspecteur sur le terrain, des directeurs de coopératives et des opérateurs d'élévateurs qui avaient vu mon cadre de maintenance en action et voulaient quelque chose de plus formalisé. Le travail était simple. J'arrivais, j'auditais leurs systèmes opérationnels, j'identifiais les inefficacités, je leur construisais des protocoles de planification et de maintenance sur mesure, et je les laissais avec une documentation qu'ils pouvaient réellement utiliser. Pas de provision, pas de contrat continu, juste du travail par projet. Les revenus de cette première année s'élevaient à $58 000, soit moins que mon salaire réduit chez Hartgrave. Ce n'était pas impressionnant, mais chaque dollar m'appartenait, construit pendant des heures que personne d'autre n'a vu, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit d'autre qu'aux clients qui m'appelaient directement. Ma mère Norma a remarqué quelque chose pendant ces mois. Nous étions assis sur sa terrasse arrière un matin d'octobre après une séance de physiothérapie. Elle allait bien à ce moment-là, son bras gauche ayant presque retrouvé toute sa force, et elle m'a regardé par-dessus sa tasse de café pour me dire « Tu es plus silencieux qu'avant ». Est-ce un silence différent? Bon différent ou mauvais différent, ai-je demandé. Elle y a réfléchi. Le genre qui signifie que tu réfléchis au lieu de te recroqueviller. Je ne lui ai pas parlé de l'entreprise. Pas encore. Non pas parce que je ne lui faisais pas confiance. Il n'y avait personne sur Terre en qui j'avais le plus confiance.
mais parce que j'avais appris quelque chose de la situation avec Hargrave. Au moment où une chose devient dissible, elle devient vulnérable. J'avais besoin qu'elle soit assez forte pour survivre à la lumière du jour avant de la laisser à l'air libre. À la maison, les commentaires d'Ella poursuivaient leur évolution constante. La phase flexible était passée. Maintenant, j'étais dans la phase du « projet passion ». C'est l'expression qu'elle avait commencé à utiliser quand les gens posaient des questions sur mon travail. Il fait des consultations pour un projet passion, disait-elle avec une intonation qui réussissait à paraître à la fois encourageante et légèrement pitoyable, comme si j'étais un retraité qui s'était mis au travail du bois. Lors du dîner d'anniversaire de Wade en novembre, quelqu'un a demandé comment allaient les affaires. Ella a répondu, Clayton a quelques clients par-ci par-là. De petites choses, mais il aime ça. Elle a tendu le bras et a tapoté ma main comme si elle complimentait le dessin d'un enfant. Wade a levé son verre. C'est bien pour toi, mec. De rester occupé. J'ai souri, j'ai dit merci, et j'ai gardé mes mains calmes sur la table. Cette même semaine, j'ai reçu un appel d'un centre de distribution à Sioux City, une exploitation de taille moyenne qui m'avait été recommandée par l'un de mes clients existants. Ils perdaient énormément d'argent en frais de réparation d'urgence parce que leur planification de maintenance était entièrement réactive. Leur responsable d'atelier, un gars au franc-parler du nom de Dalutchin, m'a dit qu'ils avaient perdu 340 000 $ l'année précédente rien qu'en temps d'arrêt non planifié. J'y suis allé un mercredi, j'ai passé 6 heures à arpenter les installations, à parler aux opérateurs d'équipement, à examiner leurs journaux de maintenance. Le vendredi, j'avais un audit opérationnel complet sur son bureau. Dal l'a examiné, a posé 2 questions, et a signé un contrat. Ce contrat valait 47 000 $ pour 8 semaines de travail. Je me suis assis dans mon camion sur leur parking après la signature et j'ai regardé le chiffre sur la page pendant un long moment. Ensuite, j'ai passé la vitesse et j'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère. Elle était dans la cuisine en train de préparer de la soupe. « Bonne journée », a-t-elle demandé sans se retourner. « Meilleure que la plupart », ai-je répondu. Je me suis assis à sa table et elle a posé un bol devant moi sans demander. Dehors, le vent de novembre poussait les feuilles mortes à travers la cour en de longues lignes patientes. J'ai repensé à l'appel téléphonique que je n'avais pas passé. À l'enregistrement vocal que je n'avais pas encore trouvé. À la table du dîner à laquelle je ne m'étais pas encore assis pour la dernière fois. Tout cela était encore devant moi. Mais juste là, dans la cuisine de ma mère avec la soupe qui refroidissait et un contrat signé dans la poche de ma veste, je me suis permis de sentir le sol sous mes pieds pour la première fois depuis des années. C'était solide. Je l'avais construit moi-même et ça n'allait pas disparaître. À la 3e année de Remeridian Consulting, j'avais des clients dans 6 États. Pas de grandes sociétés, mais des coopératives de taille moyenne, des centres de distribution régionaux. Des opérateurs d'élévateurs à grains indépendants qui avaient été suffisamment échaudés par des fournisseurs de logiciels hors de prix pour apprécier quelqu'un qui parcourait réellement leurs installations. Les revenus de cette année-là ont dépassé 1,1 million de $. J'en ai réinvesti la plus grande partie, embauché 2 analystes de terrain à temps partiel, mis en place un système de documentation qui pouvait évoluer. Je conduisais toujours le même camion, je portais toujours les mêmes bottes, je rentrais toujours à la maison la plupart des soirs où Ella décrivait ce que je faisais comme du « bricolage » à quiconque posait la question. L'ironie avait cessé de me déranger. Ce qui me dérangeait à ce stade, c'était autre chose. Environ 8 mois avant que la conversation avec Arbor Link Capital ne commence, j'ai commencé à remarquer de petits mouvements dans nos finances communes. Rien de spectaculaire. Ella était trop prudente pour être spectaculaire. Mais au fil de quelques mois, j'ai observé 3 000 $ par-ci et 4 500 $ par-là migrer de notre compte commun vers ce qu'elle avait enregistré comme un compte de gestion de la maison qu'elle avait ouvert 2 ans plus tôt. Je connaissais l'existence de ce compte. Je ne savais pas qu'il était en train de devenir une destination. Je ne l'ai pas confronté. J'ai gardé des traces à la place. J'ai imprimé des relevés, je les ai datés, je les ai classés dans un dossier dans la boîte à gants de mon camion, à laquelle Ella ne touchait jamais. Ce que je ne savais pas, ce que je n'ai reconstitué que plus tard, c'était qu'elle avait aussi eu une consultation discrète avec une avocate spécialisée en divorce nommée Miranda Vaughn au cours de cette même période. Je l'ai découvert grâce à un détail si infime qu'il est presque passé inaperçu. Un relevé de facturation du Vaughn Legal Group qui a glissé du sac d'ordinateur d'Ella sur le sol de la cuisine. Elle l'a ramassé vite, mais pas assez vite. Je n'ai rien dit.
Je l'ai pris en photo avec mon téléphone pendant qu'elle était à l'étage. Vers la même époque, Arbor Line Capital m'a contacté. Leur approche s'est faite par l'intermédiaire d'un rédacteur en chef d'une revue spécialisée qui avait publié un court article sur les gains d'efficacité opérationnelle dans la logistique céréalière du Midwest. Il avait interrogé l'un de mes clients sans me nommer. Mais quelqu'un chez Arbor Line avait remonté la piste du travail jusqu'à Réméridian. Leur associé directeur, un homme nommé Thomas Aldridge, a appelé un mercredi après-midi pendant que j'étais garé devant une coopérative à Marshalltown. Il a été direct. Arbor Line surveillait le domaine du conseil en logistique agricole. Ils avaient identifié Réméridian comme une entreprise à forte croissance avec des bases disciplinées. Ils voulaient explorer l'idée d'une acquisition. Je lui ai demandé de m'envoyer un accord de confidentialité, NDA, préliminaire avant que nous n'en discutions davantage. Il a dit qu'il serait dans ma boîte de réception dans l'heure. Il y était. Le processus de vérification préalable, du diligence, a été silencieux et chirurgical. Les analystes de Arbor Line ont demandé 3 ans de données financières, de contrats clients, de données de fidélisation et d'indicateurs opérationnels. J'ai tout fourni via un portail sécurisé. Pas d'annonce, pas de discussion. Elle m'a vu travailler tard ces semaines-là et m'a demandé une fois si je ne m'investissais pas trop. Juste un gros dossier client à réviser, ai-je dit. Elle a hoché la tête et est retournée à ce qu'elle était en train de regarder. La valorisation préliminaire est tombée entre 34 et 39 millions de dollars. Je suis resté avec ce chiffre pendant 2 jours entiers avant de m'autoriser à croire qu'il était réel. Ensuite, j'ai appelé l'oncle Lester. Eh bien, a-t-il dit après un long silence, c'est ce qui arrive quand on construit sur ses propres terres. La réunion formelle à Chicago était prévue pour un mardi fin septembre. J'ai pris l'avion un lundi soir, je suis resté dans un hôtel qui coûtait moins cher que ce que je facturais d'habitude pour une journée de travail sur le terrain, et j'ai passé la nuit à revoir ma documentation. L'équipe de Arbor Line comprenait 3 personnes. Thomas Aldridge était calme et précis. Son collègue Ben Harwick était l'homme des chiffres, minutieux, un peu froid, exactement ce que vous attendez de quelqu'un qui examine vos finances. La 3e associée était Daphné Kincaid. Daphné avait 52 ans, les cheveux argentés, avec le genre de contact visuel direct qui vous disait qu'elle avait entendu toutes les versions de tous les discours et qu'elle attendait d'entendre quelque chose qu'elle ne connaissait pas. C'est elle qui a posé la plupart des questions. Votre croissance a été entièrement basée sur des recommandations, a-t-elle dit en feuilletant l'historique d'acquisition des clients. Aucune dépense en marketing dont on puisse parler. C'est le travail qui parle, ai-je dit. C'est un modèle fragile pour certains opérateurs, a-t-elle répondu. Pas quand les recommandations viennent des directeurs d'exploitation, ai-je dit. Ils ne recommandent pas les gens pour protéger des relations. Ils recommandent des gens parce que leurs opérations en dépendaient. Daphné m'a regardé un instant, et elle a écrit quelque chose dans ses notes. Plus tard, quand Thomas est sorti pour prendre un appel, elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, avez-vous le soutien de votre famille pour une transition comme celle-ci? J'ai gardé une expression neutre. J'ai ce dont j'ai besoin. Elle a étudié cette réponse plus longtemps que la question ne le justifiait. Puis elle a dit doucement, mon premier mari disait à tout le monde dans les soirées que je dirigeais une petite entreprise secondaire de restauration. Je gagnais 2,3 millions de dollars par an à l'époque de notre divorce. Elle a fermé son carnet. C'était juste pour faire la conversation. Elle ne faisait pas juste la conversation. Elle était en train de me dire qu'elle connaissait déjà la forme de ma situation sans que j'aie dit un mot. La date de la conclusion de la vente a été fixée au 19 octobre. Le dîner d'automne annuel d'Ella était le 19 octobre. J'ai remarqué la coïncidence quand je l'ai inscrit dans mon calendrier. Je l'ai laissé là. La semaine précédant la signature, j'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère un mercredi soir. Pas le jour de sa physiothérapie, juste parce que j'avais besoin de m'asseoir dans un endroit qui semblait honnête. Norma était dans son salon avec un livre qu'elle ne lisait pas. Elle l'a posé quand je suis entré et m'a regardé comme elle le faisait toujours quand elle pouvait deviner que je portais quelque chose de trop lourd pour le mentionner de façon désinvolte. « Assieds-toi » a-t-elle dit. Je me suis assis. Nous avons parlé de choses ordinaires pendant 20 minutes. Le nouveau chien de son voisin, une réparation de toit qu'elle remettait à plus tard, de Seoldan avait appelé récemment. Puis elle a rempli ma tasse de café sans demander et a dit, « Maintenant, dis-moi ce qui se passe vraiment. » J'ai regardé la tasse entre mes mains. Je vais peut-être vendre l'entreprise.
Elle n'a pas réagi comme la plupart des gens l'auraient fait. Elle a juste hoché la tête une fois, lentement, comme si j'avais confirmé quelque chose dont elle se doutait déjà. Combien? Près de 38 millions. Le chiffre est resté dans la pièce entre nous pendant un long moment. Dehors, une voiture est passée dans une rue calme. Le réfrigérateur bourdonnait. Est-ce qu'Ella est au courant? A-t-elle demandé. Non. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Vas-tu le lui dire avant que ce ne soit public? Je me posais cette question depuis 2 semaines. Non, ai-je répondu. Norma a posé sa propre tasse. Elle ne m'a pas fait la morale. Elle ne m'a pas demandé de reconsidérer ma décision. Elle a juste dit, assure-toi de faire cela parce que c'est juste, pas parce que tu as envie de voir l'expression sur son visage. L'honnêteté de la remarque m'a frappé en plein cœur. J'y ai pensé, ai-je dit. Je le fais parce que la dernière fois que j'ai annoncé quelque chose de réel, elle a passé un coup de téléphone. Je ne lui laisserai pas cette chance à nouveau. Ma mère a hoché la tête lentement. Alors fais-le proprement. Pas de drame, juste la vérité. Je suis resté 1 heure de plus. Quand je suis parti, elle m'a accompagné jusqu'à la porte et m'a tenu le bras un instant avant de me lâcher. Tu as construit quelque chose de réel, Clayton. Quoi qu'il arrive à cette table, personne ne peut le détruire. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans l'obscurité et le silence. 2 jours avant la conclusion, je faisais la vaisselle après le dîner quand je l'ai entendu. Un bruit venant du couloir. La voix d'Ella, basse et répétée. J'ai fermé le robinet d'eau et je suis resté immobile. Par la porte entr'ouverte de la chambre, elle faisait face au miroir en pied de la porte du placard, parlant doucement à son propre reflet. Les mots étaient prudents, mesurés. Le ton était celui qu'elle utilisait lors des dîners quand elle voulait paraître réfléchie plutôt que blessante. J'ai entendu la phrase clairement, il n'a jamais vraiment été fait pour subvenir aux besoins de la famille, et ce n'est pas grave. Tout le monde ne l'est pas, elle l'a répété mot par mot, testant le rythme dans sa bouche comme un discours qu'elle avait l'intention de prononcer. Je suis resté dans le couloir pendant 10 secondes. Puis je suis retourné dans la cuisine, je me suis essuyé les mains avec un torchon et je me suis assis à la table. Elle est descendue 20 minutes plus tard, joyeuse et posée, me demandant si je voulais quelque chose du magasin pour le lendemain. J'ai dit non, merci. Elle est allée se coucher. Je suis resté assis à table jusqu'à minuit. Pas par colère, mais par clarté. Le matin du 19 octobre, j'ai vérifié mon téléphone avant de sortir du lit. La confirmation du virement de Harbor Line était déjà arrivée. La transaction avait été finalisée à 6 heures du matin, heure de l'Est. 38 millions de dollars, moins les frais et les capitaux propres conservés, sur un compte professionnel à mon nom. En bas, Ella se déplaçait déjà dans la cuisine avec l'énergie qu'elle apportait toujours à ses préparations de dîner. Elle avait une liste de 22 invités. Elle avait repassé la nappe la veille. Elle avait commandé 2 bouteilles de vin qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre, pour impressionner des gens qui ne le remarqueraient probablement pas. Elle a levé les yeux quand je suis descendu et a dit, n'oublie pas, tout le monde est là à 18 heures. Habille-toi comme si tu en avais quelque chose à faire. Je me suis servi du café. Je serai là, ai-je dit. Elle n'a rien entendu dans ma voix. Elle était déjà retournée à sa liste. Ce soir-là, son téléphone vibrerait, et la version de moi qu'elle avait répétée devant un miroir cesserait d'être celle que quiconque croirait. Je suis arrivé à la maison à 17h44 avec une mallette contenant les documents de clôture et la confirmation de virement que je n'avais montré à personne. La maison sentait l'ail rôti et quelque chose qu'Ella avait passé l'après-midi à préparer, spécifiquement parce que cela rendait bien en photo sur ses réseaux sociaux. Elle recevait comme d'autres personnes se produisaient en spectacle, chaque détail calibré pour faire de l'effet. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. « Tu es en retard », a-t-elle dit depuis la cuisine. Wade est déjà là. J'ai posé mes clés sur la console et je me suis déplacé dans la maison. Wade était dans le salon avec sa petite amie Amber, tenant un verre et parlant d'une propriété qu'il envisageait d'acheter. Il m'a fait un signe de tête. Je lui ai rendu son signe de tête. Nous avions le genre de relation qui reposait entièrement sur des politesses de surface, ce qui nous convenait très bien à tous les deux. À 18 heures, 22 personnes étaient assises autour de la table rallongée. Les parents d'Ella à une extrémité, ses collègues et voisins remplissant le milieu. Holden en face de moi, ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Il était rentré de l'université pour le week-end.
Ella avait programmé le dîner autour de sa visite sans lui demander si cela lui convenait. La première demi-heure, ce fut le brouhaha habituel. Les prix de l'immobilier, la nouvelle voiture de quelqu'un, un match de football universitaire. Je suis resté assis, j'ai mangé et j'ai peu parlé. Ce n'était pas inhabituel. Personne ne s'attendait à ce que je sois la voix la plus forte de la pièce. Ensuite, la conversation a dérivé comme elle le faisait toujours lors de ses dîners, vers l'argent, vers l'ambition, vers les classements tacites que le cercle social d'Ella entretenait comme une religion. Wade s'est adossé à sa chaise et m'a regardé avec ce sourire satisfait qu'il perfectionnait depuis 8 ans. Alors, Clayton, tu fais toujours ce truc de consulting agricole? Des gros clients récemment? Avant que je puisse répondre, Ella a posé sa fourchette. Il a quelques petits comptes, a-t-elle dit d'un ton fluide. Ça le maintient productif. Elle a souri dans ma direction, pas à moi, exactement, plutôt à l'espace où une version plus impressionnante de moi aurait dû se tenir. Clayton a toujours été meilleur pour le travail manuel que pour la vision d'ensemble. Holden a bougé sur sa chaise. J'ai remarqué le mouvement mais je ne l'ai pas regardé directement. Le père d'Ella, Gérald, s'est raclé la gorge. Le travail, c'est le travail, a-t-il dit avec le ton doux qu'il utilisait quand il voulait atténuer quelque chose sans réellement contredire sa fille. Ella a tendu la main vers son verre de vin. Bien sûr. Je pense simplement, et j'ai toujours dit ça, qu'un homme qui se contente de faire du travail à petite échelle toute sa vie est un homme qui a cessé de grandir à un moment donné en cours de route. Elle a regardé autour de la table avec une expression de raisonnabilité chaleureuse, de la manière dont elle regardait toujours quand elle disait quelque chose qu'elle avait préparé toute la soirée. Si tu avais vraiment fait quelque chose de ta vie, Clayton, je ne passerais pas la moitié de mon temps à t'expliquer aux gens. Il n'est tout simplement pas fait pour la grande scène, vous savez? Le rire qui a suivi était petit et mondain, le genre qui n'est pas vraiment un rire, juste le son qu'une pièce fait quand elle ne sait pas quoi faire d'autre. Et puis, 3 secondes plus tard, son téléphone a vibré contre la nappe. Elle y a jeté un coup d'œil par réflexe, a froncé les sourcils, et l'a pris. Je l'ai regardé lire. J'ai regardé la couleur de son visage changer, pas de façon spectaculaire, mais comme une fenêtre sans but lorsque la température change à l'extérieur. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Le téléphone de Wade a vibré ensuite, puis celui de Gérald, puis celui d'un de ses collègues près de l'autre bout de la table. Wade a tourné son écran vers sa petite amie. Ses sourcils se sont levés. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Amber. Wade n'a pas répondu immédiatement. Il m'a regardé à la place. Son expression était quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant, ni le sourire satisfait, ni la condescendance facile, mais quelque chose de plus proche d'une réévaluation. Il a tourné son téléphone vers l'extérieur, pour que les personnes les plus proches de lui puissent voir le gros titre. Journal des affaires agricoles régionales. Meridian Consulting acquis par Arborline Capital. Valorisation préliminaire, 38 millions de dollars. La photographie était petite mais claire. Moi, dans la veste bleu marine que j'avais portée à la réunion de Chicago. Les bureaux de Arborline derrière moi. La pièce n'a pas explosé. Elle est devenue silencieuse, le genre de silence qui a un poids. Elle a regardé son téléphone comme s'il avait dit quelque chose dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. « C'est toi » a-t-elle dit doucement. Ce n'était pas une question. « Oui » ai-je répondu. « Tu ne m'as jamais dit que c'était. Tu n'as jamais demandé ce que je construisais » ai-je dit. Ma voix était calme, sans animosité, juste un fait. Holden avait sorti son propre téléphone maintenant et lisait. Ses yeux se sont posés sur moi lentement. « Papa » a-t-il dit, ça dit 38 millions. « C'est exact » ai-je dit. J'ai tendu la main et j'ai pris la mallette que j'avais posée à côté de ma chaise en m'asseyant. Le son des fermoirs qui s'ouvraient était faible dans le silence. J'ai posé un dossier fin sur la table devant Ella. Elle l'a regardé fixement. « Qu'est-ce que c'est » ? « De la documentation » ai-je dit. « Commence par la première page. » Elle ne l'a pas touché immédiatement, mais Wade s'est penché en avant et a lu l'entête visible à l'envers. Et ce qui a traversé son visage m'a indiqué qu'il avait compris ce que c'était avant Ella. La première page était une copie imprimée de la correspondance des ressources humaines de Heartland Grain Partners, celle qui faisait référence à un appel d'un membre de la famille. Celle qui était arrivée il y a 4 ans et qui m'avait coûté un poste de directeur à 118 000 $ avant même que j'aie eu la chance de faire mes preuves.
La main d'Ella s'est dirigée vers le dossier, puis s'est arrêtée. La table était complètement silencieuse maintenant, pas le silence confortable de personnes digérant un bon repas, mais le silence de 22 personnes recalibrant tout ce qu'elles pensaient savoir. Personne n'a touché au vin après cela. Je l'ai remarqué parce que la bouteille était posée au milieu de la table et qu'aucune personne ne l'a touchée pendant les 20 minutes qui ont suivi. Un petit détail, mais dans une pièce devenue si silencieuse, les petits détails étaient les seules choses qui bougeaient. La main d'Ella reposait toujours près du dossier, mais pas dessus, comme si elle décidait si l'ouvrir améliorerait ou empirerait les choses. Je l'ai regardé calculer. Wade a rompu le silence en premier. C'est une lettre des RH, a-t-il dit d'un ton plat, pour une offre d'emploi. C'est exact, ai-je dit. Quelle offre d'emploi, a demandé Gérald, avec le ton prudent d'un homme qui soupçonnait que la réponse allait changer quelque chose de définitif. Ella s'est redressée sur sa chaise. J'ai besoin que tout le monde comprenne le contexte. Lis la lettre, Ella, ai-je dit doucement. Elle m'a regardé. Quelque chose est passé entre nous, pas de la colère, pas la blessure théâtrale qu'elle déployait parfois lors des disputes, juste la reconnaissance que ce n'était plus une pièce qu'elle contrôlait. Elle a pris la première page et l'a lue. J'ai regardé ses yeux parcourir les lignes. Quand elle a terminé, elle l'a reposée. C'était il y a 4 ans, a-t-elle dit. J'essayais de protéger. Tu essayais de protéger l'histoire, ai-je dit, celle où j'étais à l'arrière-plan et où tu étais celle qui maintenait tout ensemble. Un poste de directeur à $118 000 ne collait pas avec cette histoire. Wade s'est adossé à sa chaise et s'est passé la main dans les cheveux. Il a regardé sa sœur avec une expression que je n'avais pas vue chez lui auparavant, pas protectrice, pas complice, quelque chose s'approchant de l'honnêteté. Mel, a-t-il dit, en utilisant le surnom qu'il n'utilisait que lorsqu'il était sérieux, tu les as vraiment appelés. Ella n'a pas répondu directement à Wade. Elle m'a regardé. Tu as gardé cette lettre pendant 4 ans. J'en ai gardé une copie, ai-je dit. J'ai aussi gardé la transcription du message vocal qu'ils ont fait suivre au RH, celle où tu décrivais mes responsabilités de soignant comme une préoccupation de fiabilité à long terme. J'ai fouillé dans le dossier et j'ai placé la 2e page devant elle. Ta phrase exacte était « une habitude de prioriser les obligations personnelles par rapport aux engagements professionnels ». Tu as dit ça à propos d'un homme qui aidait sa mère à réapprendre à tenir une fourchette. La table était très silencieuse. La mère d'Ella, Patricia, a pincé les lèvres mais n'a rien dit. Gérald fixait son assiette. Holden a pris la parole depuis l'autre côté de la table. Sa voix était calme mais assurée, plus assurée que je ne l'aurais cru. Tu m'as dit pendant des années que papa n'était pas ambitieux, a-t-il dit, qu'il était heureux de rester petit. Il a regardé sa mère directement. Tu m'as dit ça. Holden, a commencé Ella. Je t'ai cru, a-t-il dit. Il a baissé les yeux vers son téléphone, puis a levé les yeux vers moi. Je suis désolé, papa. J'aurais dû poser des questions au lieu de simplement l'accepter. Ça m'a touché en plein cœur. J'ai croisé son regard. Tu faisais avec ce qu'on te donnait, ai-je dit. Ce n'est pas de ta faute. Ella a repoussé sa chaise et s'est levée. Ce n'est pas ce que ce dîner était censé être. Je sais, ai-je dit, mais c'est ce qu'il est. Elle s'est dirigée vers la cuisine, sans drame, elle s'est simplement éloignée. Je l'ai laissée partir. Autour de la table, les invités ont échangé des regards qui allaient de la gêne à la stupéfaction pure et simple. Un de ses collègues, près de l'autre bout, a discrètement montré quelque chose à sa femme sur son téléphone. Un autre article, probablement. Le journal des affaires régionales avait lié l'histoire à 3 plateformes commerciales. À présent, cela avait été partagé une 12aine de fois. Wade s'est levé et s'est dirigé vers l'encadrement de la porte de la cuisine. Je pouvais entendre le son grave de leur voix, mais pas les mots. Au bout de quelques minutes, il est revenu et s'est assis à côté de moi. Il n'a rien dit immédiatement, il est juste resté là, les coudes sur la table, et a regardé le centre de la pièce. Puis, doucement, il a dit, je te dois des excuses, pour les blagues, pour les commentaires sur le fait de rester occupé, tout ça. Je sais, ai-je répondu. Je suivais son exemple, a-t-il ajouté. Ce n'est pas une excuse. Je le dis juste à voix haute. J'ai hoché la tête. Le dire à voix haute est un début. Holden a contourné la table et s'est assis sur la chaise vide à côté de moi. Il n'a rien dit. Il s'est simplement assis là,
assez près pour que son épaule soit proche de la mienne. Cela signifiait plus que n'importe quel discours. Les invités ont commencé à partir vers 21h. Certains m'ont dit des choses brèves et prudentes en partant. Des félicitations, pour la plupart, prononcées avec la qualité légèrement abasourdie de personnes qui ne savaient pas exactement ce qu'elles félicitaient. L'un des collègues d'Ella, un homme nommé Phil Garrett qui avait fait une blague de trop sur mon « emploi du temps flexible » au fil des ans, m'a serré la main et l'a tenu un temps de plus que nécessaire. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Après le départ de la dernière voiture, je suis retourné à l'intérieur. Ella était à la table de la cuisine, le dossier ouvert devant elle. Elle l'avait lu en entier. Je pouvais le dire à l'ordre dans lequel se trouvaient les pages, réarrangées, pas comme je les avais placées. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Son visage était fatigué d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, elle ne jouait plus la comédie, elle était juste fatiguée. Combien de temps, a-t-elle demandé. 3 ans à la construire, ai-je répondu, 8 mois avec Arborline. Elle a hoché la tête lentement. Et tu n'as jamais dit un mot. J'ai dit plein de mots au fil des ans, ai-je répliqué. Tu les as édités. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac. Dehors, le chien d'un voisin a aboyé une fois, puis s'est arrêté. Finalement, elle a dit, je ne pensais pas que tu en avais la capacité. Ça a l'air terrible, mais c'est vrai. Je sais, ai-je dit. Que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. J'ai tiré la chaise en face d'elle et je me suis assis. Cela dépend entièrement de si tu veux être honnête, ai-je répondu, pas dans le contrôle, pas mise en scène, mais honnête. Elle a regardé le dossier, puis moi. Je ne sais pas si je sais comment faire ça. Alors c'est par là que nous commençons, ai-je dit. La demande de divorce est arrivée 9 jours après le dîner, non pas directement de la part d'Ella, mais du bureau de Miranda Vaughn, livré par courrier recommandé un mardi matin pendant que j'examinais le calendrier d'intégration de Arborline à la table de ma cuisine. L'enveloppe était de couleur crème et professionnelle. Je l'ai posée à côté de mon café et je l'ai ouverte sans me presser. Miranda Vaughn avait la réputation, assez d'art rapide, d'être agressive dans la recherche des actifs. Elle était minutieuse, méthodique, et connue pour découvrir des structures financières qui échappaient à d'autres avocats. Ella avait bien choisi, d'un point de vue tactique. Ce que Miranda n'avait pas prévu, c'était Karen Wells, ma propre avocate, que j'avais engagée 6 mois plus tôt sur les recommandations d'un contact professionnel à Des Moines. Karen avait 61 ans, pratiquait le droit des affaires et le droit de la famille depuis 35 ans, et avait cette qualité spécifique de quelqu'un qui a vu chaque variation de chaque manœuvre financière et qui a cessé d'être surpris par l'une d'elles aux alentours de 2003. Quand je suis entré dans son bureau avec la demande de divorce et l'intégralité de mes documents et l'historique d'enregistrement de la LLC, la correspondance avec Heartland Grain Partners, les relevés bancaires imprimés montrant les transferts de fonds d'Ella au Karen a tout examiné pendant 40 minutes sans parler. Puis elle a levé les yeux. L'enregistrement de la LLC Réméridian précède de 16 mois votre plus récente déclaration d'impôt conjointe indiquant des revenus de consulting, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Miranda Vaughn va plaider la confusion des patrimoines, arguant que l'entreprise a grandi pendant le mariage en utilisant des ressources partagées. Le compte d'exploitation était séparé dès le premier jour, ai-je précisé. Ouvert la même semaine que l'enregistrement. Karen a hoché la tête lentement. Ensuite, elle va plaider que votre baisse de revenus pendant les années où vous vous occupiez de votre mère constituait une contribution maritale qui donne droit à Ella à une part plus importante des actifs acquis. J'ai payé la franchise des médicaments de ma mère à partir d'un compte personnel antérieur au mariage, ai-je dit. Tous les mois pendant 4 ans. J'ai les relevés. Karen m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Vous documentez ça depuis un moment. Depuis l'appel à Heartland, ai-je dit. Elle a posé son stylo. Alors voici ce qui va se passer ensuite. Nous déposons une réponse qui établit la LLC comme un actif séparé sans revenus initiaux, nous documentons le compte d'exploitation indépendant et nous présentons la correspondance des RH comme preuve d'ingérence dans une opportunité économique maritale. Elle a fait une pause. Ce dernier point est important. Les tribunaux ont une très mauvaise opinion des conjoints qui sabotent les perspectives d'emploi. Les requêtes en communication de pièces de Miranda Vaughn sont arrivées 3 semaines plus tard. Elles étaient exhaustives. 7 ans de dossiers financiers, de contrats clients, de correspondance avec Arborline.
Nous avons fourni tout ce que Karen avait autorisé. Les demandes qui s'étendaient à la période précédant l'enregistrement de la LLC avant le mariage sont revenues avec une frontière légale nette tracée autour d'elle. 2 mois après le début de la procédure, Miranda a déposé une motion pour exiger des divulgations financières supplémentaires. Karen a déposé une contre-motion citant la correspondance de Heartland et les transferts de fonds documentés qu'elle avait effectués dans les semaines précédant le dîner. Le juge a examiné les deux. La contre-motion a été accordée. La semaine suivante, l'avocate d'Ella a demandé une conférence de règlement à l'amiable. Je me suis assis en face d'Ella dans une salle de conférence au 4e étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville. Elle avait l'air posée mais fatiguée. La fatigue particulière de quelqu'un qui a mené une bataille qu'il pensait gagner rapidement et qui n'a pas été le cas. Miranda Vaughn était assise à côté d'elle, tout aussi posée, considérablement plus neutre. Les termes de l'accord ont été finalisés en 4 heures. Ella a gardé la maison, que j'avais déjà fait estimer et mise de côté dans les calculs du patrimoine. Elle a reçu la moitié des économies communes, y compris les fonds qu'elle avait transférés de manière préventive, que le tribunal avait signalés et réintégrés au fonds commun. Elle n'a obtenu aucun droit sur Remeridian Consulting ou sur le produit de l'acquisition par Arborlin, compte tenu de la date d'enregistrement et de l'historique des comptes indépendants. Miranda Vaughn n'a pas contesté la question de la LLC passée la première heure. Elle était trop expérimentée pour lutter contre une chronologie documentée. Quand ce fut terminé, Ella et moi sommes restés brièvement dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence. Elle m'a regardé avec la même clarté fatiguée qu'elle avait eue à la table de la cuisine le soir du dîner. « Tu étais prêt pour ça ?» a-t-elle dit. Pas sur un ton accusateur, juste comme un constat. « J'ai été prêt pour beaucoup de choses », ai-je répondu. La plupart ne se sont pas déroulées comme je l'avais prévu. Elle a hoché la tête une fois. Puis elle s'est dirigée vers l'ascenseur. Je me suis dirigé vers les escaliers. 8 mois après le dîner, j'ai conduit jusqu'à la maison de Norma un samedi matin sans aucun but précis, sauf celui de m'asseoir dans un endroit qui respirait la vérité. Elle était sur le porche arrière avec un café et des mots croisés qu'elle avait abandonnés. Elle m'a tendu une tasse avant même que j'aie demandé, ce qui était sa façon à elle de me souhaiter la bienvenue. Nous sommes restés assis un moment sans parler. Une buse à queue rousse chassait dans le champ à la limite de sa propriété. Des cercles lents, patients, sans aucune urgence. « Tu as l'air différent », a-t-elle fini par dire. « Différent comment ?» ai-je demandé. « Comme un homme qui a cessé d'attendre la permission », a-t-elle répondu. J'y ai réfléchi. Peut-être bien. Holden m'avait appelé chaque semaine depuis le dîner. Pas au sujet de l'argent, pas au sujet de la procédure judiciaire, juste pour parler. De l'école, d'une fille pour laquelle il éprouvait un intérêt prudent, d'un stage d'été qu'il envisageait. En mars, il m'avait demandé s'il pouvait venir travailler chez Remeridian pour l'été. Pas pour le titre ou l'histoire qu'il pourrait raconter. Il a été précis là-dessus. Il voulait comprendre ce que j'avais réellement construit. Je lui ai dit de se présenter le 2 juin, prêt à travailler. Il a dit qu'il y serait. 3 semaines après l'accord de divorce, j'ai conduit jusqu'à une conférence sur la distribution de céréales à Omaha, où Arborlin présentait l'intégration de Remeridian comme une étude de cas sur l'efficacité opérationnelle. Je me suis assis au dernier rang et j'ai écouté Thomas Aldridge exposer la logique de l'acquisition à une salle de professionnels régionaux de l'industrie agricole. À mi-chemin de la présentation, un homme de l'autre côté de l'allée s'est tourné pour dire quelque chose à son collègue et je l'ai reconnu. Gary Plummer, l'ancien directeur des opérations de Heartland Grain Partners, l'entreprise qui avait annulé mon offre de poste de directeur 4 ans auparavant, après l'appel téléphonique d'Ella. Il avait forci maintenant, avec l'allure d'un homme qui avait passé ses années dans une chaise confortable. Il m'a reconnu environ 30 secondes après que je l'ai reconnu. Son expression est passée rapidement par plusieurs stades. La surprise, le recalibrage, et quelque chose entre l'inconfort et le respect. À la pause, il a traversé la pièce et m'a tendu la main. « Clayton Merritt », a-t-il dit. « J'ai entendu votre nom dans la présentation. »« Gary », ai-je répondu. Je lui ai serré la main, en la tenant un temps normal. Il semblait décider s'il allait aborder l'histoire passée directement. Il a décidé que oui. Nous aurions dû gérer cette situation différemment, a-t-il dit. L'appel que nous avons reçu. Ce n'était pas juste que nous agissions en conséquence sans vous contacter. Non, ai-je dit. Ce ne l'était pas, il a hoché la tête. Nous sommes restés là un instant.
2 hommes de part et d'autre d'une décision qui avait coûté à l'un d'entre nous et, à long terme, n'avait rien coûté de visible à l'autre, mais probablement quelque chose de réel. Félicitations pour l'acquisition, a-t-il dit, sincèrement. Merci, Gary, ai-je répondu, et je suis retourné à ma place. Ce soir-là, je me suis arrêté chez Norma sur le chemin du retour. Elle était déjà couchée, mais elle avait laissé la lumière du porche allumée. Je me suis assis sur les marches de devant pendant 20 minutes en regardant le champ sombre de l'autre côté de la route. J'ai repensé à ce qu'elle avait dit le matin précédant la signature. Tu as construit quelque chose de réel, Clayton. Personne ne peut le détruire. Elle avait raison. Et ce que je comprenais maintenant, assis sur ces marches dans l'obscurité silencieuse, c'était que construire tout cela n'avait pas pour but de prouver quoi que ce soit à Ella. Ce n'était ni pour la table du dîner, ni pour les gros titres, ni pour le virement bancaire. Il s'agissait du fait simple, sans prestige et permanent de me tenir debout sur un terrain que j'avais façonné de mes propres mains. La buse avait disparu du champ. Quelque part dans l'obscurité, quelque chose de petit bougeait dans les herbes. La nuit renfermait tout cela sans commentaire. Je suis monté dans mon camion et j'ai conduit jusque chez moi.